concerne aujourd'hui, donc moi, mon premier contact avec le terme woke était, ça fait pas longtemps, ça fait 1 an et quelques. J'ai fait connaissance à ce terme via les médias européens surtout, comme TV Liberté, etc. Donc j'ai entendu parler de ça. J'ai trouvé le sujet hyper intéressant et je suis allé voir, j'ai eu la chance de voir une vidéo, je pense que vous l'avez vu, ceux qui sont intéressés dans le sujet, la vidéo qui était faite aux États-Unis, Evergreen University. Je pense que vous savez très bien c'est quoi. Ça m'a un peu, entre parenthèses, choqué, ça m'a un peu allumé sur le sujet encore plus. Et après, j'ai trouvé que c'est très important d'aller inviter quelqu'un d'académique qui peut nous expliquer ça, qui peut nous éclairer là-dessus, parce que c'est un sujet quand même super important comme je dis, et super d'actualité. Donc, je n'ai pas trouvé mieux que notre cher ami Annie-Ève Collin pour venir nous éclairer sur le sujet. Annie-Ève Collin, il y en a, je pense, beaucoup qui la connaissent bien. Annie-Ève Collin a étudié en philosophie à l'Université de Montréal. Elle a participé à différents collectifs, dont Liberté surveillée, dirigé par Normand Baillargeon. À l'instar de ce dernier, elle défend la liberté d'expression et s'inquiète des menaces qui fait peser sur celle-ci, une certaine frange de gauche. Elle est devenue critique de la dite frange de gauche que d'aucuns désignent aujourd'hui par le terme woke. En étant elle-même la cible, malheureusement, de violences verbales et même de campagnes d'intimidation, cela l'a poussée à s'intéresser à des auteurs qui parlaient des cas semblables aux siens et à des témoignages de personnes ayant vécu la même chose. Le triomphe des impostures intellectuelles, le petit livre ici, d'ailleurs, merci beaucoup Annie, elle va nous présenter un peu, résumer ce livre à ses yeux. Moi je ne l'ai pas lu malheureusement encore, mais à ses yeux c'est un livre très important qui traite très bien ce sujet. Donc le livre Triomphe des impostures intellectuelles de Black Rose, j'espère que je prononce bien son nom, et Lindsay, on dit justement long sur cette frange de gauche, sur ses influences intellectuelles, sur les idées qu'elle défend et sur ses façons d'agir avec ceux qui ne communent pas à son credo et cherchent à distinguer la gauche et le progressisme de ses activités, de ses dérives. Madame Annie-Ève Collin défend la priorité de la science en tant qu'approche fiable pour acquérir des connaissances, autre point sur lequel elle rejoint les auteurs du livre Triomphe des impostures intellectuelles. Un grand merci à Annie-Ève Collin, je te laisse la parole. Alors, pas m'enfarger dans le lien. Tu as besoin d'aide, ça va? C'est bon. Alors, merci d'être ici ce soir. Quand Nézar et moi nous sommes entendus sur la description, il vient de vous dire que j'ai été victime de cyber-intimidation, de violence verbale. Bien, depuis qu'on a décidé de la façon de me présenter, il y a du nouveau. Maintenant, c'est plus seulement de violence verbale que j'ai été victime de la part des woke, mais aussi de violence physique. Je vais vous en glisser un mot, mais c'est la raison pour laquelle ce soir j'ai fait appel à la police et j'ai payé de ma poche 2 gardiens de sécurité. Alors, ma copine Marie-Hélène, que vous voyez à l'entrée, a une boîte. Si vous voulez faire des dons volontaires, OK, c'est un beau pléonasme, ça. Mais bref, si vous voulez m'aider pour payer ces chers messieurs qui assurent ma sécurité ce soir, je vous en serais très reconnaissante. Alors, les woke, premièrement, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, c'est assez commun, surtout sur les réseaux sociaux. Hein, il y en a qui disent que les woke, c'est une invention de la droite pour diaboliser l'ensemble des progressistes. Mais vous savez ce qui me fait le plus rire, moi? C'est quand j'ai affaire à des woke qui disent « ça n'existe pas », c'est Mathieu Bock-Côté et Richard Martineau qui ont inventé ça. Mais c'est parce que ce qui est drôle, c'est que James Lindsay, qui est états-unien, et Helen Pluckrose, qui est britannique, ainsi que d'autres comme Matt Walsh, qui est états-unien aussi. Eux aussi, ils parlent des woke. Il me semble que Helen Pluckrose puis Matt Walsh lisent Richard Martineau. Pensez-vous qu'ils lisent le Journal de Montréal là-bas? Non. Puis c'est pas non plus la droite qui a inventé ça. Alors, premièrement,
on parle de gens qui se présentent, je dis bien, ils se présentent comme progressistes. Ils ont des idées incohérentes qui vont à l'encontre des faits scientifiques et même du plus élémentaire des bons sens. Ils font subir de l'intimidation à ceux qu'ils identifient comme des adversaires politiques, pour ne pas dire des ennemis. Leurs idées et leurs attitudes leur viennent de ce qu'on appelle le postmodernisme. Alors, je vais... Nézar a annoncé que j'allais résumer le livre, ça me prendrait beaucoup plus qu'1 heure, résumer cet excellent livre, mais je vais vous parler de ce qu'est le postmodernisme. Par ailleurs, les woke sont intolérants aux divergences d'opinion. Ils ont une attitude sectaire. Et en fait, juste à voir certains visages ce soir, je sais qu'il y en a dans la salle qui ont été des victimes des woke, et dont au moins une personne qui a perdu son emploi grâce aux soins des woke. Alors, vous savez, pour des gens comme nous, c'est-à-dire tous ceux ici qui ont été ciblés par des woke, y compris la conférencière, bonne chance pour nous faire croire que ça n'existe pas. Et les woke veulent la censure. Très important. Ils s'opposent farouchement à la liberté d'expression. Bon, qu'est-ce qui répondrait? S'il y avait un woke ici, probablement qu'il me répondrait à peu près ceci. Premièrement, que oui, bien sûr qu'il est intolérant envers ceux qui ont des opinions différentes des siennes, parce que lui, son opinion, c'est que la discrimination, c'est mal, puis qu'on devrait avoir une société juste. Donc, si quelqu'un ne partage pas ses opinions, c'est forcément quelqu'un qui est pour la discrimination et qui est contre la justice. Parce que pour les woke, le sexe n'est pas binaire, mais tout le reste est binaire, notamment les idées politiques. Les gens sensés savent bien que c'est l'inverse. Ils prétendent justement que le mot woke est un leurre qu'on utilise pour diaboliser l'ensemble des progressistes. Ils invoquent le paradoxe de la tolérance de Popper, ce qui me fait beaucoup rire en tant que prof de philo, parce que, écoutez, utilisez-le comme il faut, le paradoxe, si vous voulez l'utiliser. Et ils disent que les progressistes ont toujours eu des détracteurs. C'est rien de nouveau. Les progressistes ont toujours été confrontés à des réactionnaires qui menaçaient l'ordre social, puis, selon eux, c'est pas différent dans leur cas. Ben moi, ce que je voudrais faire valoir ce soir, c'est qu'il y a moyen de critiquer, il y a des critiques parfaitement légitimes du mouvement woke. Il y a réellement une rupture. Ils n'ont rien à voir avec les progressistes du passé qui ont permis d'éliminer les lois racistes, de donner un statut juridique égal aux femmes. Il y a vraiment un changement qui a été fait. Le libéralisme était une chose, c'est le libéralisme qu'il faut ramener encore aujourd'hui. Alors, pourquoi le mot woke a pris une connotation négative? C'est une très bonne question, hein? C'est une question qui est valable. Au départ, ceux qui se présentaient comme les woke, woke, ça veut dire éveillé. Éveillé à quoi? Particulièrement aux inégalités raciales aux États-Unis. On voit bien mal comment ce serait négatif. Il y a des inégalités raciales aux États-Unis et c'est très bien de s'en préoccuper. Mais si le mot woke a pris une connotation négative, d'après moi, c'est pour la raison suivante. C'est parce que des gens qui disent qu'ils sont progressistes, mais qui passent leur temps à faire de l'intimidation, à exiger de la censure, à traiter de racistes des gens qui ne le sont pas, et de misogynes et d'homophobes et de transphobes, etc., ça existe. Et on en est venu à utiliser le mot woke spécifiquement pour ceux-là. Pour les vrais progressistes, on a d'autres mots. On avait déjà des mots parfaitement adéquats pour désigner les gens qui luttent pour la justice sociale. Tiens, progressiste, par exemple. Alors, il y a les woke et il y a les progressistes. C'est deux classes différentes.
Alors, je commence avec mon témoignage. Écoutez, je suis assez nerveuse. Après ce qui m'est arrivé dernièrement, j'étais plus sûre que je viendrais vous parler, mais mon médecin a statué que ça aurait un effet thérapeutique, surtout si j'avais l'occasion de vous parler de ce qui m'est arrivé dernièrement. Mais je vais commencer par le début. Moi, c'est depuis 2016 que je suis victime de cyberintimidation. Entre autres, quand je suis devenue une cible pour une militante qui, à l'époque, était assez charismatique, était suivie par pas mal de monde, ses cibles lui donnaient le surnom de Thérèse, n'est-ce pas? Alors, quand Thérèse a invité ceux qui la suivaient à s'en prendre à moi, je me suis retrouvée avec des messages non sollicités, des commentaires sur ma page Facebook, des messages privés. Il y avait des fils de discussion complets sur d'autres pages à mon sujet, avec des gros mots à mon sujet. J'ai remarqué que l'expression vidange humaine revenait beaucoup pour me désigner. Des commentaires sur mon apparence, sur ma sexualité. Des gens qui ne me connaissaient pas, qui se permettaient de supposer que je ne faisais pas comme il faut à mon travail, que je ne travaillais pas comme il faut et que j'avais un mauvais rapport avec mes étudiants. On a essayé à de nombreuses reprises de me faire perdre mon emploi, notamment en contactant mes supérieurs au travail, en ne se gênant pas pour mentir. Je vous donne juste les points saillants. Ils m'ont tellement traqué sur Facebook. À un moment donné, il y a un document de plus de 60 pages de capture d'écran, de statuts, de commentaires que j'avais faits et de statuts et commentaires de certains de mes contacts. Ce document-là, il a circulé et on l'a fait parvenir aux ressources humaines où je travaille. Là, j'en ai été informée. La plupart du temps, ils ne m'en parlent pas quand ils se font contacter par des woke, mais cette fois-là, ils m'en ont informé. Une fois, c'est la responsable de la coordination de mon département qui m'a informé qu'elle avait reçu un appel de quelqu'un qui disait être la mère d'un de mes élèves et qui disait que j'intimidais son fils ainsi que plusieurs autres élèves et que je faisais de la prostitution sur Internet. Mais en fait, là, j'ai le sourire qui me vient parce que quand la RCD m'a dit ça, la personne m'a dit que tu faisais de la prostitution virtuelle. Là, j'ai éclaté de rire. Je dis, quoi ça? mais c'est que ça montre jusqu'où ils sont capables d'aller. Puis la RCD, à ce moment-là, elle a dit, mais madame, il faut que vous me donniez le nom de votre fils. Puis la personne avait répondu, bien, je veux que ça reste confidentiel. Et la RCD avait dit, bien, oui, ça va être confidentiel, mais ça ne peut pas être anonyme. Parce que moi, si je ne peux pas valider auprès de l'étudiant concerné, n'importe qui pourrait m'appeler puis me raconter n'importe quoi sur un de mes professeurs, genre comme c'est en train d'arriver en ce moment. Bon, ben, enfin, à cette époque-là, j'ai découvert la grande utilité de la touche bloquée sur Facebook. Mais ils se font des faux comptes, hein, puis ils continuent une fois que tu es leur cible, ils ne lâchent pas. J'ai assisté à des panels de féministes antiracistes avec la mentalité woke. J'ai simplement assisté. Je suis allée m'asseoir, j'ai écouté, j'ai fait ça 2 fois. J'ai reçu des menaces. Ma seule présence était du harcèlement. J'ai reçu des messages dans le genre « Si je te revois, je vais aller te faire sortir ». Et un point que je veux mentionner à propos de ces panels-là, parce que je vais y revenir plus tard, il y avait des périodes de questions qui étaient prévues. On était averti que durant la période de questions, ce serait interdit de remettre en question ce qu'avaient dit les panélistes. On s'entend que normalement, un panel à l'université, s'il y a une période de questions, c'est un moment opportun pour exprimer un désaccord ou pour demander des précisions ou
pour remettre en question. Mais vous allez comprendre, je l'espère, avec mes explications sur la mentalité postmoderniste, pourquoi quand on a la mentalité woke, c'est légitime de dire « les panélistes ont raison, vous n'avez pas à les contredire ». Moi, je n'étais pas là pour contredire de toute façon, mais c'est quand même une chose que j'avais notée. Plus récemment, en octobre dernier, j'ai assisté à une conférence donnée par une personne militante qui s'identifie comme non-binaire, c'est-à-dire ni une femme ni un homme, autre chose. Alors, le point central de la conférence, c'était que les humains ont besoin de mots pour nommer leur réalité, pour pouvoir exister socialement. Avec seulement les mots femmes et hommes, qui sont présentés ici comme des genres et non comme des sexes, bien, les personnes non-binaires ne sont pas représentées et c'est pour ça que ça prend des mots pour les représenter. Alors, je vais demander à mon nouvel ami Jacques de venir me rejoindre en avant parce qu'il faut que je vous explique certains concepts et ça va être plus facile avec lui à côté de moi. Alors, le sexe, vous savez tous ce que c'est. Une réalité biologique, notre espèce est sexuée. Il y a des humains mâles et il y a des humains femelles. Le genre, c'est un petit peu plus confus, je vous dirais, parce que ça a différentes définitions. Puis les woke passent d'une définition à l'autre selon ce qui les avantage au moment précis de la discussion. Mais je vais essayer de vous résumer ça, OK? Si vous regardez Jacques et vous me regardez, juste dans notre apparence, vous pouvez remarquer une série de différences. Premièrement, Jacques est beaucoup moins maquillé que moi. Vous êtes certainement capable de le voir. Ceci dit, on s'entend que si Jacques voulait se maquiller comme moi, ça lui serait parfaitement possible. Vous remarquerez par ailleurs que Jacques a plus de barbe que moi. Alors là, il y a deux hypothèses pour expliquer ça. Soit je suis rasée de près, soit la mienne ne pousse pas. Et d'après vous, laquelle des deux hypothèses est la bonne? La mienne ne pousse pas. Donc ça, c'est une différence biologique. C'est une différence liée au sexe. Et vous le savez certainement, mais j'attire votre attention sur le fait que les différences liées au sexe, elles concernent pas mal tout le corps dans notre espèce. Le dimorphisme sexuel, il s'étend à l'ensemble du corps pour l'espèce humaine, et non seulement aux parties génitales, n'en déplaise aux woke. Le genre, bien, que moi je sois maquillée et pas lui, ça relève du genre. C'est une différence sociale. On a une attente sociale à l'effet que les femmes se maquillent, pas toutes, mais si les femmes veulent se maquiller, on trouve ça normal. Genre qui pourrait se maquiller comme moi s'il voulait. Mais s'il le faisait, ça passerait pas de la même façon. Il aurait le droit autant que moi. Mais moi, les gens ne remarquent pas tant que je me maquille. Ils trouvent ça normal. Alors que si lui faisait la même chose, vous voyez, c'est social, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein? Les faits sociaux, c'est quand même des choses qu'on peut remarquer objectivement et qu'on peut étudier. Merci, Jacques. Mais bon, vu comme ça a l'air de se tenir, moi, je persiste à refuser le mot « genre » pour parler de ces normes sociales parce qu'on avait déjà des mots parfaitement adéquats comme féminité et masculinité, rôles sociaux de sexe. Mais le genre, c'est pas simplement ça parce que bien souvent, ils vont dire que c'est un ressenti. Particulièrement quand ils parlent d'identité de genre, ce serait simplement l'auto-identification. Avoir une identité de genre de femme, ce serait simplement s'identifier comme une femme. Avoir une identité de genre d'homme, ce serait simplement s'identifier comme un homme. Et si on s'identifie ni comme l'un ni comme l'autre, ben on est non-binaire, puis là, il y a déjà toute une panoplie de mots parmi lesquels on peut choisir.
Donc, le point central de la conférence de Philly Drouin, c'était la personne présentait le fait d'être homme ou femme, les mots homme ou femme comme référent à des identités de genre. Et bon, moi, pendant la période de questions, j'ai levé la main pour intervenir. J'ai dit à peu près ceci. Vous savez, les mots femme et homme, dans leur sens normal, dans la manière dont la majorité des gens les utilisent, ils ne réfèrent pas à des identités de genre. Ils réfèrent aux humains selon leur sexe. Vous partez de la prémisse que les humains ont besoin de mots pour nommer les réalités qui sont importantes pour eux, pour pouvoir exister socialement. Et je mentionne que Philly Drouin avait dit que référer au sexe des gens, c'était pas important. Qu'il fallait arrêter d'utiliser ces mots-là pour référer au sexe des gens parce que c'est pas important. Alors, je lui ai fait remarquer, pour la grande majorité des gens, le sexe, c'est important. Alors, moi, je m'explique mal que quelqu'un qui part de la prémisse que les humains ont besoin de mots pour référer aux réalités importantes pour eux, soit prête à priver tous les autres des mots qu'on utilise pour référer au sexe, étant donné que c'est important pour nous. Et je lui ai aussi demandé si elle me reconnaissait le droit, moi, de ne pas utiliser le vocabulaire qui était présenté, parce que c'est un vocabulaire idéologiquement orienté, et moi, je ne partage pas cette idéologie-là. Je lui reconnais le droit de le proposer et de l'utiliser. Mais moi, le concept de genre dont je vous ai parlé, il ne fait pas partie de mon cadre de pensée. Alors, je lui ai demandé est-ce que j'ai le droit de ne pas l'utiliser, ce vocabulaire-là, puis je me suis, pour ainsi dire, fait répondre non. Après que la personne a essayé d'éviter de me répondre, alors... Il faut juste bouger ça pour que ça ne s'éteigne pas. D'accord. Alors, bon, voilà. Et le mot cisgenre, je vais y revenir plusieurs fois, alors je vous le définis. Une personne qui serait cisgenre, moi, selon les woke, je serais cisgenre, parce que je suis de sexe féminin et que j'admets que je suis une femme. Mais une personne cisgenre, la définition qui est donnée, c'est une personne dont l'identité de genre ou le genre ressenti correspond au genre qu'on lui a assigné à la naissance, ou encore au sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Alors non, je ne suis pas cisgenre. Premièrement, parce que moi, je n'ai pas ça, une identité de genre. Et deuxièmement, parce qu'on n'assigne pas de genre ni de sexe à la naissance. Le sexe, c'est une réalité que l'on constate. Alors, mon intervention a été interprétée comme de l'intimidation envers la conférencière. J'ai à nouveau été le sujet de fil de discussion complet avec des injures, avec l'indication de l'endroit où je travaille, des invitations à contacter mes supérieurs, et je sais qu'il y a au moins une personne qui l'a fait. Et des messages non sollicités sur ma page personnelle. Mais, écoutez, l'apogée, mais enfin, j'espère que ça va rester le pire qui m'arrive avec des woke, mais il n'y a pas de garantie là-dessus. C'était le 10 janvier dernier, en compagnie de mon amie Lucia. Lucia et moi, nous voulions assister à une conférence qui devait être donnée par un professeur de droit, M. Robert Wintemute. C'est un professeur de droit britannique qui est un membre influent de la LGB Alliance. Alors, je viens de vous expliquer un peu ce que c'est l'identité de genre. Vous savez le fameux sigle LGBTQ+. Bien, la LGB Alliance, vous savez que LGB, c'est pour lesbienne, gay, bisexuel. T, c'est pour trans. Alors, la définition woke du concept de trans, c'est quelqu'un dont l'identité de genre ne correspond pas au genre qu'on lui a assigné à la naissance.
Puis les autres lettres, bien souvent, ça réfère à des identités de genre aussi. Alors, les LGB, eux, ce qui les caractérise, c'est une orientation sexuelle, c'est-à-dire que c'est le fait d'être attiré par des personnes de même sexe qu'eux-mêmes. Eux, ils ont besoin de la notion de sexe pour pouvoir parler de leurs intérêts puis pour pouvoir faire valoir leurs droits. D'où l'idée que ça prenait une association pour les LGB. Ça ne veut pas dire qu'on est contre les droits des personnes trans. Seulement, revendiquer une identité de genre et avoir une orientation sexuelle minoritaire, ce sont deux choses différentes. Et donc, pour s'occuper de deux choses différentes, ça peut être bon d'avoir des groupes différents. Il y a zéro haine là-dedans. Et Wintemute était là notamment pour parler du conflit qui existe aussi entre les droits revendiqués au nom de l'identité de genre et les droits des femmes. Parce que justement, les femmes se caractérisent par un sexe particulier, le sexe féminin. Et elles ont des besoins sexo-spécifiques. Écoutez, un professeur de droit qui parle de conflit entre des droits fondamentaux, quoi de plus banal? Quand on est en dehors de la pensée woke, c'est quelque chose de largement connu. Les droits fondamentaux s'exercent et peuvent entrer en conflit entre eux. Et quand ça arrive, il faut qu'on discute pour arriver à les équilibrer, pour respecter les droits de tout le monde. Mais il y a quelques centaines de militants qui ont décrété que Wintemute faisait preuve de haine transphobe. Et après avoir demandé sans succès l'annulation de la conférence, ils sont allés l'empêcher d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lucia et moi, qui étions là pour écouter, nous avons été invectivés, poussés. Moi, il y a quelqu'un qui a placé un porte-voix à côté de mon oreille avant de hurler dedans. On s'est fait crier des noms que je ne vous répète pas. Et quand on est finalement parti, on est resté un bout de temps, je vous dirais, premièrement par principe. On ne voulait pas se soumettre devant de l'intimidation comme ça, mais aussi parce que ça nous a donné l'occasion de discuter avec d'autres gens qui étaient là pour écouter. Puis on espérait qu'une fois les militants partis, on aurait une chance de parler à M. Wintemute. Mais on le comprend de ne pas être resté parce qu'on a appris par les journaux après que les militants ont réussi à entrer dans la salle de conférence. Ils lui ont lancé de la farine et ils ont brisé son projecteur. Et ils ont aussi fait du vandalisme sur les murs de la faculté de droit de McGill où ça se déroulait. Et quand Lucia et moi sommes partis, quelqu'un nous a crié « We'll find out who you are! » On va trouver vous êtes qui. Presque pas des menaces. Et étant donné que moi, mon visage et mon nom sont déjà connus des militants woke, ils n'ont eu aucune difficulté à me retracer. Le jour même, je recevais des messages injurieux à mon adresse courriel du travail. Et j'ai vu très clairement quelqu'un prendre le visage de Lucien en photo, très clairement dans le but de pouvoir l'identifier plus tard. Et notre faute, c'est d'avoir voulu écouter une conférence. Hein. Et j'aimerais attirer votre attention sur le manque flagrant d'impartialité qu'on voit ici, parce que c'est la même gang. Ceux qui m'ont reproché d'avoir assisté à la conférence de Philly Drouin et d'avoir remis en question sa position pendant la période de questions après avoir dûment levé la main, c'est la même clique qui est allée perturber un événement. Alors, eux, leur position, finalement, c'est que une conférencière qui partage les idées woke, non seulement elle a le droit de parler, mais elle aurait le droit de parler sans se faire contredire. Par contre, quelqu'un qui ne partage pas les idées woke, il n'aurait pas le droit de parler du tout. Et moi, en la contredisant, j'aurais fait de l'intimidation, mais se mettre à 200 pour chahuter,
intimider les gens qui sont venus écouter une conférence, crier dans l'oreille de quelqu'un avec un porte-voix, frapper le bras de ma copine pour qu'elle échappe son cellulaire, nous hurler de nous en aller, lancer de la farine au conférencier et briser son matériel et faire du vandalisme, ça c'est acceptable. On n'a pas affaire à des libéraux. On n'a pas affaire à des gens qui sont pour la liberté de parole. Excusez, c'est quand même un peu... de le raconter, ça me fait le revivre un petit peu. Nézar, pourquoi ça ne s'affiche pas correctement sur l'ordi? Bon, je vais le mettre là. Avancer d'un moment à l'autre, ça s'éteint pas. Bon, là, ça ne marche pas non plus avec... Alors, je vais continuer de vous parler. Je connais quand même ma matière, comme tout bon prof. Alors, qu'est-ce que c'est le postmodernisme? C'est une vision des choses selon laquelle la société se divise en dominants et en opprimés. Donc, vous avez les classes dominantes, les Blancs occidentaux, les hommes, les cisrettes, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois cisgenres et hétérosexuels, et vous avez les dominés. Les personnes de couleur, là j'utilise un terme qui est souvent utilisé par les woke, même si personnellement je ne l'utiliserai pas. Donc les personnes de couleur ou les personnes racisées ou les minorités raciales, les femmes et les LGBTQ+. Et le système d'oppression se divise en une série de systèmes plus particuliers, c'est-à-dire la suprématie blanche, le patriarcat, la cis-hétéronormativité. Et selon le postmodernisme, c'est une position relativiste, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de vérité objective, seulement des points de vue situés. La science ne serait pas une approche impartiale par laquelle on peut acquérir des connaissances objectives, elle serait le point de vue des classes dominantes. Donc la science serait le point de vue subjectif des hommes blancs cisrettes. Et ici, je partage tout à fait la remarque de Pluckrose et Lindsay. Dire que la science et la rationalité, c'est une affaire de blancs, une affaire d'hommes, une affaire d'hétérosexuels, qu'est-ce que c'est d'autre que du racisme, du sexisme et de l'homophobie? Tous les humains sont rationnels. Dire que la rationalité est une caractéristique de blanc, on recule, là. Dire que c'est une affaire d'hommes. Je sais qu'il y a pas mal de féministes dans la salle, là. C'est quelque chose, se faire dire que la rationalité est une méthode d'homme. Puis bon, je cherche encore ce que l'orientation sexuelle a à voir avec la rationalité aussi. Donc, essentiellement, le postmodernisme, c'est ça. Et vous voyez, je peux déjà vous donner une petite idée. Pourquoi, de leur point de vue, c'était inconcevable que Wintemute puisse avoir des points valables à amener? C'est que, écoutez, on sait que quand on est en dehors de la pensée postmoderne, on n'a aucun mal à admettre que la société se divise en individus, mais aussi en groupes qui ont des intérêts divergents.
il peut arriver qu'il y ait des conflits de droits entre deux groupes qui méritent une considération égale. Mais quand on a intégré que la société se divise en dominants et en opprimés, et que la division est simplette, les femmes, du point de vue des woke, c'est des personnes cis. Les cis, c'est une classe privilégiée par rapport aux personnes trans et non-binaires qui sont une classe opprimée. Ils ne peuvent pas concevoir dans leur cadre de pensée qu'il puisse y avoir un conflit de droits entre deux groupes qui méritent une considération égale. Pour eux, ça ne peut pas être autre chose. Une femme qui dit que ses droits sont menacés ou érodés par les demandes faites au nom de l'identité de genre, pour eux, ça ne peut pas être autre chose qu'une cis privilégiée qui appuie la cis normativité. Dans la réalité, c'est pas ça. Mais avec leur cadre de pensée, ça ne peut pas être autre chose que ça. Et, petite parenthèse, on pourrait dire la même chose de ceux qui défendent les droits des hommes en particulier. L'idée que les hommes puissent vivre des difficultés spécifiques à leur sexe. Si on est en dehors de la pensée postmoderne, on peut admettre que, par exemple, les accidents de travail, statistiquement, c'est plus souvent un problème d'hommes qu'un problème de femmes, parce qu'il y a plus d'hommes qui exercent des métiers dans lesquels on risque un accident de travail. Il n'y a pas de menace pour les droits des femmes à reconnaître ça, par exemple. Mais quand on a intégré une vision du monde dans laquelle ça se divise toujours en dominant et dominé, on ne peut pas concevoir qu'un homme qui défend ses droits en tant qu'homme puisse être autre chose qu'un sexisme misogyne qui veut réaffirmer la suprématie masculine. Alors, vous voyez, il regarde la société avec une lunette déformante qui fait en sorte que ça braque les individus les uns contre les autres. On peut admettre que des droits puissent être divergents et même entrer en conflit sans postuler que quelqu'un est nécessairement l'ennemi de quelqu'un d'autre. Ça se peut, ça. Mais pas dans le cadre de pensée postmoderniste. Désolé, ça fonctionne pas. Ça serait juste ici, à l'écran direct. Alors, bon, ben, je vais me débrouiller. Par ailleurs, dans le postmodernisme, vous avez l'idée que, bon, encore une fois, il y aurait des connaissances situées, si on veut, c'est-à-dire que tout est une question de point de vue, ce qui fait que les victimes d'oppression auraient une connaissance particulière en ce qui concerne leur oppression, de sorte qu'il faut écouter les personnes de couleur quand elles parlent de racisme, et il ne faut pas les contredire. Vous voyez, c'est pour ça qu'au panel de féministes antiracistes, on disait qu'il ne faut pas remettre en question ce que disent les panélistes. En tant que femme de couleur, en tant que femme racisée, elles savaient. Les remettre en question, ne serait-ce que parce qu'on ne comprend pas ce qu'elles veulent dire, ça ne passe pas. Il faut les écouter, puis faire ce qu'elles disent. Ou du moins croire ce qu'elles disent de croire. La même chose avec quelqu'un qui s'identifie comme trans ou comme non-binaire. C'est pour ça que moi, en contredisant Philly Drouin qui s'identifie comme non-binaire alors que soi-disant je suis cisgenre, ben c'était de l'intimidation parce que ça revenait à ne pas reconnaître la connaissance de quelqu'un qui fait partie d'un groupe marginalisé. Et le fait de demander à quelqu'un qui parle de racisme, de sexisme, d'homophobie, de transphobie, des données empiriques, de l'information claire, documentée, en soi, c'est appuyer le patriarcat, la cis-hétéronormativité et la suprématie blanche. Parce que je vous rappelle que la science, selon eux, c'est une méthode d'homme blanc cis-rète. Alors, le seul fait de demander des preuves est une preuve que vous êtes raciste, misogyne, homophobe et transphobe.
Alors, bonne chance pour discuter avec eux. OK. Est-ce que ça fonctionnait pour... Oui, à l'écran, ça fonctionne bien. Même la petite manette fonctionne à l'écran. D'accord. C'est-à-dire à l'écran, on veut dire à l'ordinateur. Ah! Oui, effectivement. Quand on dit qu'il faut écouter les principaux concernés, il faut écouter, par exemple, les personnes de couleur quand il est question de racisme, les femmes quand il est question de sexisme, les personnes homosexuelles quand il est question d'homophobie, les personnes trans quand il est question de transphobie. Qu'est-ce qu'on fait s'ils ne disent pas tous la même chose? C'est le cas. Vous savez, ce n'est pas toutes les personnes de couleur qui ont la même expérience avec le racisme, ni qui ont la même perception. Si vous parlez de sexisme à une femme, vous n'aurez pas toujours la même réponse dans tous les cas, etc. Mais si on est en dehors de la pensée postmoderne, puis qu'on veut des connaissances plus claires sur le racisme et le sexisme ou d'autres discriminations, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, ça nous fait pas peur d'apprendre que d'une personne à l'autre, les témoignages sont différents parce qu'on se figure très bien que chacun a un vécu unique, puis c'est parfaitement normal que tous les Noirs n'aient pas vécu la même chose, que toutes les femmes n'aient pas vécu la même chose. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On recueille des données, on recueille un grand nombre de témoignages, on analyse, bref, on fait de la science, mais je vous ai déjà expliqué que dans le postmodernisme, on ne peut pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est très simple. Les personnes des classes opprimées qui donnent raison au postmodernisme, qui disent qu'on vit dans un système de suprématie blanche, patriarcat, cis-hétéronormativité, c'est celle-là qu'il faut écouter. Parce que le fait qu'elles soient d'accord avec le postmodernisme, c'est la preuve qu'elles ont vraiment conscience de la discrimination qu'elles vivent. Celles qui ne sont pas d'accord avec le discours postmoderne, il ne faut pas les écouter, celles-là, parce que c'est la preuve qu'elles sont dans le champ. Puis, c'est la preuve qu'elles ont internalisé la discrimination à leur endroit, et soit ça, ou elles collaborent avec le système parce qu'elles en tirent des bénéfices personnels. Alors, tu permets? Muriel, ici, mon amie Muriel, fait preuve de racisme internalisé en tant que femme noire qui n'adhère pas au féminisme intersectionnel et au postmodernisme. Moi, je fais preuve d'homophobie internalisée en tant que femme bi qui ne reconnaît pas l'existence d'un système hétéronormatif. La youtubeuse Blair White fait preuve de transphobie internalisée. Nadia El Mabrouk, Léla Lesbeth, Yolande Jada, ce sont des femmes musulmanes qui critiquent le sexisme lié à l'islam. Eh bien, elles font preuve d'islamophobie internalisée. Même si Léla Lesbeth est pour le moins fière d'être musulmane, pour autant que j'ai pu voir quand je l'ai côtoyée, mais non, elle fait preuve d'islamophobie internalisée. Vous voyez, ils ne peuvent pas se tromper. Il y a quand même ça de le fun avec le postmodernisme. Tu ne peux pas te tromper. Tu as toujours raison. Un petit peu comme le schtroumpf à lunettes. Hein? Bon, les woke trichent avec le langage. La conception normale du langage, c'est que ça sert à communiquer. Hein? Puis étant donné que ça sert à communiquer, pour que les mots soient des mots, il faut qu'ils aient une définition collectivement admise. Mais ça, c'est la conception normale. D'un point de vue postmoderne, le langage, ça sert à participer à des jeux de pouvoir. Pour me donner une idée, Nézar, il me reste combien de temps? 15 minutes. D'accord. Alors,
Par exemple, je vous ai donné l'exemple des mots femme et homme. Écoutez, si vous demandez à un woke de vous dire ce que c'est une femme, vous allez avoir bien du fun. Matt Walsh a fait tout un documentaire avec ça. What is a woman? Vous leur demandez ce que c'est une femme. Généralement, vous n'aurez pas de réponse. Et si vous en avez une, ça risque d'être une femme. C'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Définition circulaire. Comme dirait Matt Walsh. What is it? Yes, they identify as women, but what is it? What do they identify as? Et, bon, je donne un autre exemple, le mot racisme. Étant donné qu'ils ont une conception de la société comme quoi il y a du racisme partout, on ne se demande pas où est-ce qu'il y a du racisme. Il y a toujours du racisme. La question qu'on se pose, c'est comment il y a eu du racisme. Alors, peu importe comment les choses se sont passées, ils vont trouver quelque chose à qualifier de raciste. Bien, c'est tricher avec les mots. En plus, c'est nuisible parce qu'écoutez, du vrai racisme, il y en a. Puis à force d'utiliser le mot à toutes les sauces, ça vient que les gens prennent de moins en moins au sérieux les dénonciations du racisme, même quand la dénonciation est légitime. La notion de microagression. Une agression, par définition, ça vient du latin aggressio, et ça se définit comme le fait d'agir dans l'intention de causer des dommages à quelqu'un. Une microagression, comme c'est utilisé par les woke, il n'y a pas besoin d'y avoir eu l'intention. Vous savez, à la manifestation, moi c'était à la conférence que j'allais et non pas à la manifestation. J'allais à la conférence de quelqu'un qui défendait les droits des femmes par rapport à la manière dont ils sont érodés par la notion d'identité de genre. Alors, j'avais mis mon coton ouaté sur lequel c'est marqué « I love J.K. Rowling, woman égale adult human female ». Alors, c'est la définition du mot « femme », tout simplement. Ça, c'est une microagression. Pourquoi? Parce que ça fait du mal à ceux qui s'identifient comme des femmes et qui ne sont pas de sexe féminin. Mais c'est simplement la définition d'un mot. Donc, je pourrais donner plusieurs autres exemples. Bon, là, pour terminer peut-être avec la notion de microagression, là, on a établi la notion de sécurité émotionnelle ou psychologique, ce qui nuit particulièrement dans les écoles, parce que d'établir un climat sécuritaire pour les étudiants, ce n'est plus simplement assurer leur sécurité physique, c'est de leur éviter les microagressions. Alors, il faudrait que les professeurs évitent de parler de quoi que ce soit qui pourrait être perçu par un étudiant comme une microagression. J'imagine que vous connaissez le cas de Verushka, lieutenant Duval. Le simple fait de mentionner le mot qui commence par « N », on ne l'utilise pas. On le mentionne. Vous savez, moi, à une époque, je faisais faire une activité à mes étudiants avec un dialogue de Platon dont la question centrale est « Peut-on répondre à l'injustice par l'injustice ?» Puis étant donné que pour un étudiant de cégep, Socrate, écoutez, c'est quasiment pas une vraie personne, hein, c'est abstrait pour eux. Alors pour rendre ça plus proche d'eux, je leur faisais regarder un film qui se passait aux États-Unis où justement quelqu'un victime de racisme assez grave réagissait. Et bon, il y a des membres du Ku Klux Klan dans le film, évidemment, on entend le mot en haine, parce que les comédiens qui jouent des personnages du Ku Klux Klan, ils agissent comme des membres du Ku Klux Klan. Puis écoutez, quand on dénonce quelque chose, il faut déjà le montrer. Bien, vous voyez, aujourd'hui, je n'oserais jamais faire cette activité-là. Puis pourtant, les étudiants appréciaient beaucoup. Puis c'est évident que le film est fait pour dénoncer le racisme et non pas pour l'endosser. Mais si quelqu'un dit « je suis micro-agressé à cause du mot », ben, bref, donc ça,
ça rend l'enseignement difficile. Puis les étudiants en pâtissent parce qu'ils ne peuvent pas apprendre. Si on censure trop dans l'enseignement, les étudiants ne peuvent pas apprendre. Et comme il me reste assez peu de temps, je tiens à parler du relativisme. Donc, je vous ai dit que le postmodernisme est une conception relativiste selon laquelle il n'y a pas de vérité objective. Chaque groupe identitaire aurait sa propre vérité. Donc, les Noirs auraient leur propre vérité, les Premières Nations ont leur propre vérité, les personnes trans, non-binaires, les personnes queer ont leur propre vérité. Et d'un point de vue relativiste, donc, est vrai ce dont je préfère que ce soit vrai, ou ce que les membres du groupe dont je fais partie considèrent comme vrai. Dans la vie de tous les jours, là, c'est pas comme ça qu'on comprend le mot vérité. Même les woke ne le comprennent pas comme ça dans la vie de tous les jours. Ici, je fais un petit détour par Les impostures intellectuelles d'Alan Sokal et Jean Bricmont. Vous voyez, ils ont traduit le titre du livre de Pluckrose et Lindsay par Le triomphe des impostures intellectuelles. C'est une référence à ce livre qui date de 1997, dans lequel Sokal et Bricmont dénonçaient déjà les dérives postmodernistes à l'université. Dans la vie de tous les jours, la vérité, c'est la vérité correspondance. Est-ce que c'est vrai que j'ai des fleurs sur la tête en ce moment? Vous ne vous demandez pas si vous préférez que j'ai des fleurs sur la tête, ni si la majorité des gens de votre groupe considèrent que j'ai des fleurs sur la tête. Vous regardez, vous constatez que j'ai des fleurs sur la tête, il est donc vrai que j'ai des fleurs sur la tête. Et la science, c'est comme ça qu'elle fonctionne. On va chercher des données empiriques, on les collecte, puis on les analyse. Est-ce que c'est impartial de dire que j'ai des fleurs sur la tête en ce moment? Oui, bien la science aussi est impartiale. Ça ne veut pas dire que les scientifiques ne peuvent pas se tromper, mais justement, se tromper, ce n'est pas la même chose que poser quelque chose subjectivement. Et comment est-ce qu'on corrige les erreurs des scientifiques avec d'autres sciences? La science est autocorrectrice. Donc, dans la vie de tous les jours, les gens ne sont pas relativistes. Et les woke, ils donnent une apparence de relativisme. Ils vont dire que les faits sont relatifs, puis que les hommes blancs hétérosexuels ont fait passer leur point de vue subjectif pour des faits objectifs. Ils vont dire que la morale est relative, alors entre autres, on n'a pas le droit de critiquer des pratiques, que ce soit de l'islam ou de n'importe quelle autre culture non occidentale, parce que les valeurs sont relatives. Mais souvenez-vous, même un musulman, il n'a pas le droit de critiquer des pratiques liées à l'islam, parce que s'il le fait, ça veut dire que c'est un islamophobe qui a internalisé l'islamophobie. Bref, on n'en sort pas. Et ils disent aussi que le sens des mots est relatif, et que c'est à chacun de choisir les mots pour s'identifier. Mais dans les faits, ils présentent des affirmations comme étant vraies et des règles de conduite comme devant être suivies par tout le monde et des mots comme devant être utilisés comme eux ont décidé qu'on les utilisait. Je vous donne des exemples pour prouver ce que je dis. Dire que nous vivons dans un système inégalitaire caractérisé par la suprématie blanche, le patriarcat, la cis-hétéronormativité. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'un énoncé factuel? Et pour que ce soit vrai, bien, il faudrait que dans la réalité, on puisse constater des désavantages systématiques au détriment des Noirs, des Premières Nations, des Arabes, des femmes, des homosexuels, des personnes trans. Donc, bref, c'est quelque chose qui peut se vérifier empiriquement. Mais non, eux, ils disent qu'il faut le tenir pour vrai, il faut le croire. Ben, là, ça c'est pas leur point de vue situé à eux, ce serait quelque chose que tout le monde devrait admettre. Ils ne sont pas relativistes jusqu'au bout. Ensuite,
Dire qu'on doit écouter les membres des groupes marginalisés quand ils parlent de l'oppression qu'ils vivent et ne pas les remettre en question. Qu'est-ce que c'est d'autre qu'une règle morale? Et c'est une règle que nous devrions tous suivre. Et les plus virulents des woke voudraient que ceux qui ne suivent pas cette règle-là subissent des conséquences sociales très sérieuses qui peuvent aller jusqu'à des pertes d'emploi et même des conséquences légales. Le sens des mots. Alors, ils disent qu'une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme, qu'on n'a pas à donner de définition, que chacun peut choisir les termes pour nommer sa propre identité. C'est drôle, par exemple, parce que ils disent que la majorité des gens sont cisgenres. Vous savez, moi, je veux pas me caractériser comme cisgenre. Et si quelqu'un me dit « t'es cisgenre », je vais dire « non, je suis pas cisgenre ». Bien, la réaction des woke, quand quelqu'un dit qu'il ne veut pas être qualifié de cisgenre, c'est d'abord de le traiter de transphobe. Et ensuite de lui dire, bien, cisgenre, ça veut seulement dire que ton identité de genre correspond au sexe qu'on t'a assigné à la naissance. En fonction de la définition, t'es cisgenre, que t'aimes ça ou pas. Bien, qu'est-ce que c'est d'autre que l'admission qu'un mot, c'est un mot dans la mesure où ça a une définition? Et que si un objet correspond à la définition, le mot s'applique à cet objet, même si c'est un humain. En l'occurrence, moi, si je dis que je ne suis pas cisgenre, c'est parce que je maintiens qu'on n'a pas de sexe assigné à la naissance, on a un sexe constaté. Mais vous voyez, même eux utilisent le langage. On ne peut pas utiliser le langage autrement. Ils veulent s'opposer au fonctionnement du langage, mais ils s'opposent à un système, le langage en l'occurrence, qu'ils sont obligés d'utiliser parce que ça répond à un besoin humain. C'est comme ça qu'on communique. Donc, ils ne sont relativistes en réalité ni sur les faits, ni sur les valeurs, ni sur le sens des mots. Et s'il me reste quand même un peu de temps, je veux mentionner quelque chose à propos du concept équité, diversité, inclusion, EDI. C'est une joke, l'EDI, c'est une farce. Il y a quelques mois, j'ai vu passer un article de Elle Québec qui parlait des politiques d'inclusivité chez Lancôme. Alors, Lancôme est très inclusif. Il y a des maquillages qui conviennent à toutes les teintes de peau, pas seulement aux femmes blanches, à toutes les teintes de peau. C'est certain que c'est par souci pour l'antiracisme. Je suis certaine que c'est pas pour se faire plus de clientèle puis aller chercher plus de profit. Écoutez, on parle d'une entreprise, là. Quand les grandes entreprises reprennent tes idées, là, je parle des idées des woke. Les idées des woke sont reprises par les grandes entreprises. Quand les grandes entreprises reprennent tes idées, c'est probablement parce qu'elles ne menacent pas les inégalités économiques. Elles ne menacent pas les privilèges des plus riches. Écoutez, puis là c'est pas seulement moi qui le dis, Pluckrose et Lindsay font la même remarque dans leur livre. Pour une entreprise, afficher le concept EDI, avoir des responsables EDI, afficher des drapeaux LGBTQ+, des drapeaux Black Lives Matter, adopter une politique à l'effet qu'on utilise les pronoms exigés par chaque employé, ça ne leur coûte pas grand-chose. Et comme la majorité des gens ne font pas la différence entre la justice sociale et les idées des woke, ça leur fait une belle image. Ça leur coûte rien, là. C'est pas comme d'offrir des services de garderie aux employés qui ont des enfants ou augmenter les salaires. Ça ferait vraiment une différence pour la justice sociale, mais ça coûterait quelque chose aux entreprises. Afficher des slogans puis des logos woke, ça coûte rien. Ça leur donne une bonne image, puis en plus, ça peut séduire une clientèle supplémentaire puis augmenter leurs profits. Alors, écoutez, être contre le wokisme, être contre le concept EDI, c'est pas être contre le progrès. Puis, vous en parlerez à Lindsay Shepherd.
le concept EDI est utilisé pour exclure des gens. Parce que même si les responsables équité, diversité, inclusion n'ont pas de pouvoir décisionnel comme tel, ils peuvent avoir un pouvoir indirect si les administrations écoutent leur avis. Alors, si des employés en milieu de travail ou des enseignants ou des étudiants en milieu scolaire ont des façons d'agir ou des propos qui ne plaisent pas aux responsables EDI, ils peuvent subir des sanctions. Et c'est là qu'il y a de l'exclusion. Dans les faits, c'est sous le libéralisme que les progrès ont été faits, c'est-à-dire une vision universaliste qui mise sur notre humanité commune. On a établi que, alors qu'auparavant on discriminait les personnes noires, y compris dans la loi, on a établi que les droits qu'on reconnaissait aux Blancs, il n'y avait aucune raison de les refuser aux Noirs parce qu'ils partagent la même nature humaine que nous. Que ces droits-là devaient s'étendre aussi aux femmes. Puis pensez à n'importe quel groupe qui a été historiquement discriminé. C'est avec le libéralisme qu'il y a eu des progrès concrets. Les droits humains fondamentaux, l'égalité des chances, miser sur notre humanité commune. Pas en créant des clivages, en encourageant chacun à ériger chacune de ses caractéristiques comme une identité intouchable, puis en divisant la société, en dominant et en opprimant, mais surtout en groupe ennemi, plutôt que de chercher à rallier tout le monde, puis à être équitable avec tout le monde.